Bonjour et bienvenue à l'unité 7. Dans ce premier cours de l'unité 7, nous parlerons de l'hydraulique de base des canaux. Nous examinerons les aspects clés de la science sous-tendant les débits environnementaux. Dans l'unité précédente, nous nous sommes concentrés sur l'hydrologie et dans cette unité, nous nous concentrerons sur l'hydraulique et la géomorphologie. Au début de ce cours sur l'hydraulique de base des canaux pour les débits environnementaux, j'aimerais remercier le Dr Lindsay Beavers de l'université Heriot-Watt en Écosse. Lindsay avait l'habitude d'enseigner cette partie du cours et son influence demeure encore dans la construction des diapositives. La distinction entre l'hydrologie et l'hydraulique est clairement visible sur cette diapositive. Au moment où la photo a été prise, le débit le long de cette rivière était plus ou moins égal à chaque section transversale que l'on pourrait mesurer, mais il est évident que les conditions hydrauliques dans la rivière n'étaient pas les mêmes à tous les endroits. La rivière image du bas de la photo s'écoulant dans un virage à gauche puis à droite, là où elle disparaît. Le débit est régulé mais diffère de la gauche où il est peu profond et lent et à droite où il est profond et rapide. Au fur et à mesure que la rivière tourne vers la gauche, la pente augmente et le débit régulier est perturbé et accéléré à travers les rives. À la base du rifle, l'écoulement ralentit à nouveau, devient plus profond et tourne doucement vers la droite, prêt à changer de nouveau en fonction des caractéristiques aval de la pente et de la forme du canal. Les organismes vivant dans le cours d'eau ne font pas l'expérience de l'hydrologie, ils font plutôt l'expérience de l'hydraulique. La morphologie de la rivière et les caractéristiques des sédiments du lit sont également le produit des forces hydrauliques. Ces images montrent la perception d'un pêcheur qui essaye naturellement de comprendre la perception du poisson. Pour les poissons, la rivière est un ensemble interconnecté d'habitats définis par différentes profondeurs, vitesse d'écoulement, type de substrat organisé en rives, rapide, glissement et poules. Les tourbillons derrière les rochers fournissent des lieux de repos et les arbres tombés fournissent un abri. La végétation le long des rives du fleuve ressent également les changements d'humidité liés à la montée et à la baisse des eaux, c'est-à-dire à la montée et à la baisse du niveau d'eau. Alors que le débit est l'ensemble intégré de ces variations à l'échelle des petits organismes, l'hydraulique est la réalité à petite échelle. Ainsi, si les organismes et les processus écologiques dont ils font partie voient le fleuve d'un point de vue hydraulique et que l'hydrologie est l'ensemble intégré de l'hydraulique du chenal, alors l'hydraulique forme le lien entre l'écologie et l'hydrologie du fleuve. Les oiseaux, les mammifères, les poissons, les amphibiens, les insectes et les mollusques font l'expérience de l'hydraulique fluviale. Les zones de végétation changeant de position basse à plus élevée sur les berges de la rivière font l'expérience de l'hydraulique fluviale et les processus géomorphologiques font l'expérience de l'hydraulique, comme nous en discuterons plus tard dans la prochaine conférence, c'est-à-dire dans le prochain cours. Mais l'eau est gérée à travers le prisme de l'hydrologie en unité de volume par temps. Ainsi, pour préserver les exigences des écosystèmes tout en gérant les volumes à l'usage multiple, il faut relier ces deux mondes, c'est-à-dire l'hydrologie et l'hydraulique. L'élément de base de ce lien est la section transversale de la rivière. Une coupe transversale est une vue bidimensionnelle du profil d'élévation perpendiculaire au chenal de la rivière. Une section transversale hydraulique complète comprend à la fois le chenal de la rivière et les zones riveraines et inondables. La limite entre la rivière et sa plaine inondable est appelée écoulement à pleine rive et peut être caractérisée par une largeur à pleine rive, une profondeur à pleine rive et une largeur mouillée en pleine rive. La plaine inondable hydrologique s'étend au-delà du bord du chenal jusqu'à la limite extérieure de la plaine inondable. Le débit de talus est une norme largement utilisée pour la comparaison entre les rivières et a été largement étudiée dans des milliers de rivières à travers le monde.
Le débit correspondant au débit de pleine rive varie d'une rivière à l'autre, mais il équivaut en moyenne à un débit dépassé tous les 1,5 ans. Les dimensions du chenal et de la plaine inondable sont clairement visibles sur cette photo de la rivière Sunkoul au Kirghizistan. Notez qu'au moment de cette photo, la rivière ne coulait pas à plein débit, ce qui est pleinement normal. Bien entendu, les sections transversales peuvent être utilisées pour mesurer la largeur, la profondeur, la largeur mouillée, la vitesse et le matériau du lit de la rivière qui coule dans de nombreuses conditions, et les habitats clés pour les organismes fluviaux et d'autres informations écologiquement pertinentes peuvent être cartographiées directement sur elle. Vous vous souviendrez de la classification des niveaux d'écoulement montrée sur cette image dans le cours précédent, mentionnant l'approche de Iflo dans le Murray-Darling en Australie. Elle montre que les débits de base sont suffisants pour fournir un habitat fiable à une variété d'organismes de cours d'eau et pour inonder la végétation sur le banc à gauche. Cependant, l'inondation de la végétation sur le banc plus élevé, comme celui de droite, nécessite des débits plus élevés, plus frais, et l'inondation des zones humides frangeantes ne se poursuit que lorsque le débit s'approche des niveaux pleins du canal. Des débordements encore moins fréquents sont nécessaires pour atteindre la plaine inondable et inonder les principales espèces de la plaine inondable. Tous ces niveaux d'écoulement ont leurs objectifs écologiques, exprimés en termes de profondeur, de largeur mouillée, de vitesse et du matériau du lit. Et l'analyse hydraulique de la section efficace nous permet de traduire ces variables au niveau d'écoulement spécifique exprimé en mètres cubes par seconde. L'extension longitudinale de cette analyse hydraulique le long de la rivière nécessite la délimitation de plusieurs sections transversales et la représentation mathématique des écoulements entre elles. Ces figures montrent à gauche un exemple de section transversale unique dans le logiciel de modélisation hydraulique EGRAS et à droite une série de coupes transversales le long d'une section de rivière. EGRAS est un système d'analyse de rivière du Centre d'ingénierie hydraulique de l'US Army Corps of Engineering Hydraulic Engineering Center. C'est un système de modélisation bien documenté et disponible gratuitement. EGRAS permet une large gamme d'analyses hydrauliques et est utilisé à de nombreuses fins. Dans la science et la pratique des IFLO, il est couramment utilisé pour simuler les principales variables hydrauliques au niveau des sections transversales utilisées dans les évaluations des débits environnementaux. Vous en entendrez parler plus sur ce logiciel lorsque nous atteindrons les unités de méthode. Mais j'ai également inclus le manuel d'utilisation de EGRAS parmi les lectures supplémentaires de cette semaine pour ceux qui sont impatients et qui veulent comprendre davantage sur le logiciel. Comme pour le logiciel IHA, vous pouvez télécharger EGRAS sur votre ordinateur et l'installer. J'ai inclus le lien vers le site de téléchargement dans les documents supplémentaires. Le lien vers un dictationnel en ligne populaire vous présente également les bases de EGRAS. Prenons un moment pour examiner certains aspects fondamentaux de l'hydraulique et des approches couramment adoptées pour simuler la physique et nous concentrer uniquement sur les variables clés dont nous avons besoin pour l'évaluation des débits. Regardez les photos au bas de cette diapositive. Ils sont tous pris au même endroit sur la rivière Mara, près de la frontière entre le Kenya et la Tanzanie. La photo de gauche montre le Mara à faible débit, tandis que la photo du milieu et de droite montre la rivière dans des conditions de débit croissant. Il est clair que le niveau d'énergie de la rivière augmente considérablement avec ce débit. Cela devient de plus en plus turbulent. Il coule plus vite et les vagues se développent à la surface. Imaginez à quel point la physique de l'écoulement est complexe en 3 dimensions dans la rivière et évolue dans le temps. Sur le plan théorique,
les physiciens ont identifié les forces pertinentes sous-jacentes à cette complexité, ainsi que les relations entre ces forces. Les équations de Navier-Stokes présentées sur la diapositive décrivent ces relations, mais ces équations n'ont jamais été résolues dans tous leurs détails et, pour être appliquées, elles doivent être simplifiées et approximées à l'aide de méthodes numériques. Pour nos simples besoins dans la science et la pratique des débits environnementaux, nous nous intéresserons principalement à quantifier la profondeur et la vitesse d'une rivière pour différentes amplitudes de débit sur des sections transversales individuelles. La résolution de ces deux inconnues nécessite deux équations et les plus couramment utilisées sont l'équation de conservation de masse et l'équation de quantité de mouvement qui est dérivée de la deuxième loi de Newton. Ensemble, elles sont appelées les équations de Saint-Venant et elles sont la base de la modélisation unidimensionnelle de l'écoulement hydraulique entre les sections transversales. Ce sont les équations différentielles partielles en termes de distance et de temps. Nous pouvons utiliser la conservation, c'est-à-dire l'équation de conservation de masse pour résoudre la profondeur et l'équation de quantité de mouvement pour résoudre la vitesse. Mais l'équation de quantité de mouvement devra être simplifiée davantage. Les termes individuels de l'équation de quantité de mouvement sont identifiés dans l'équation supérieure. Ils comprennent le terme d'accélération locale, le terme d'accélération convective, le terme de force de pression, le terme de force de gravité et le terme de force de frottement. Afin de préparer la solution finale dans l'équation du milieu, tous les termes ont été divisés par la gravité négative et la force de frottement a été ajoutée des deux côtés. Maintenant, si nous supposons que le débit est régulier et ne change pas avec le temps, nous pouvons ignorer le terme d'accélération locale qui varie en fonction du temps. De même, si nous supposons que la forme du canal est uniforme, nous pouvons ignorer les termes d'accélération convective et de force de pression qui varient en fonction de X et Y. À ce stade, l'équation indique que le frottement du lit est équilibré par la pente de gravité. Si le frottement du lit est équilibré par la pente de gravité, nous pouvons utiliser l'une des deux équations bien écrites, bien établies, pour calculer la vitesse à partir du rayon hydraulique, de la pente, d'un coefficient reflétant la rugosité du canal. La formule de Manning est plus couramment utilisée dans l'analyse hydraulique des rivières car les valeurs du coefficient ont été déterminées empiriquement pour de nombreuses conditions, mais la formule de Chézy, qui est plus théorique, est également utilisée. Le rayon hydraulique et la pente sont disponibles à partir de données de section transversale. Le logiciel Airgrass utilise la théorie de base qui vient d'être présentée et les informations des sections efficaces mesurées pour simuler le niveau et la vitesse de l'eau le long de la section transversale. La profondeur de l'eau peut être calculée en soustrayant le niveau du lit du niveau de la surface de l'eau. La figure sur la diapositive montre une comparaison de niveaux de surface simulée et mesurée sur une coupe transversale de la rivière Mara juste en aval du point des trois photos que j'ai montrées sur la diapositive 9. Les niveaux d'eau simulés et observés sont presque identiques dans cet exemple et la vitesse est bien simulée sur le côté gauche de la section transversale. Mais la vitesse simulée est plus élevée que la vitesse observée sur le côté droit de la section transversale. En général, cependant, ce niveau de précision dans les simulations hydrauliques convient aux fins de la traduction des volumes d'écoulement en profondeur, vitesse et largeur mouillée ou vice-versa. Ceci est un autre exemple, plus en aval de la rivière Mara en Tanzanie. Ici, les types de végétation et les caractéristiques des canaux importants pour les insectes et les poissons ont été cartographiés sur la coupe transversale. Au cours de l'évaluation du débit, les écologistes ont pu identifier les profondeurs nécessaires pour répondre à un certain nombre de besoins écologiques. Ceux-ci sont identifiés dans des cases en bas à droite. Au fond, les écologistes ont indiqué la profondeur nécessaire pour assurer la survie des poissons, des insectes pendant la période des basses eaux extrêmes. Ils auront également
indiquer une vitesse nécessaire, bien que cela ne soit pas tracé. Les profondeurs plus profondes et les vitesses accrues sont nécessaires pour inonder les bancs de sable et soutenir la reproduction des insectes. Les profondeurs encore plus élevées sont nécessaires pour la dispersion des graines et pour permettre la migration des poissons le long de la rivière au bon moment de l'année. Des débits élevés sont parfois nécessaires pour recharger les eaux souterraines riveraines et de grandes inondations sont rarement nécessaires pour maintenir la forme du chenal et inonder les niveaux les plus élevés de la végétation riveraine. Les écologistes cartographient ces besoins sur des coupes transversales et le modélisateur hydraulique est alors en mesure de traduire les exigences de profondeur et de vitesse en amplitude de débit qui les fourniront. Dans ce cours, je me suis principalement concentré sur des simulations hydrauliques unidimensionnelles simples le long de sections transversales individuelles et pour de nombreuses applications de débit, elles sont suffisantes. Mais la puissance de calcul des ordinateurs modernes permet bien sûr une modélisation plus détaillée en 2 et même 3 dimensions de l'hydraulique des canaux. Delft 3D, développé par Detares ici à Delft aux Pays-Bas, est un système populaire pour ce type de modélisation et il y a bien d'autres logiciels. 3 messages essentiels sont à retenir de ce cours. L'hydraulique établit le lien entre les caractéristiques liées au débit des habitats écologiques et le débit des rivières. Et les sections transversales des canaux sont l'endroit où elles se rencontrent. La physique de l'hydraulique des canaux est extrêmement complexe, mais avec un certain nombre d'hypothèses raisonnables et des logiciels d'analyse disponibles, les principales variables hydrauliques peuvent être simulées avec une précision suffisante. Si nécessaire, des approches et des outils 2D et 3D plus sophistiqués sont disponibles. Merci à vous.